Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Manon est parisienne et elle est maman de 2 petites filles. Elle est aussi créatrice de contenu et entrepreneuse. Manon dit avoir un parcours scolaire atypique. À cette époque-là, elle vivait une période de vie compliquée. Le divorce de ses parents et une relation amoureuse tumultueuse. Psychologiquement, ça n'allait pas bien. Elle ne s'est jamais sentie en accord avec le système scolaire, elle n'a jamais aimé ça. Bien que très curieuse et ambitieuse, à cette époque, Manon était perdue et triste. Elle n'a donc pas trouvé d'échappatoire dans les études, au contraire, ça l'étouffait. Manon est restée 8 ans avec une personne qui ne l'attirait pas vers le haut, et cette relation a joué un rôle important dans cette période sombre de sa vie. Pendant toutes ces années, Manon s'est perdue et a perdu complètement confiance en elle. Comme elle le dit, les études ne sont pas arrivées au bon moment dans sa vie, et c'est un très gros regret qu'elle a porté sur ses épaules plusieurs années. Par contre, Manon avait une vision très claire de la femme qu'elle voulait devenir et des objectifs qu'elle voulait atteindre. Et finalement, comme elle le dit, c'est tous les regrets qu'elle a eus qui lui ont permis de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui et d'accomplir ce qu'elle a accompli. Durant cet échange, Manon nous raconte la période de sa vie la plus sombre qui a duré plusieurs années. Elle nous parle de l'opportunité qu'elle a saisie pour se sauver et transformer sa vie. Elle nous explique à quel moment elle fera la rencontre qui changera sa vie. Elle nous raconte pourquoi elle a décidé de démarrer un blog. Elle nous explique pourquoi elle a décidé de créer sa marque de maillot de bain et les galères qu'elle a rencontrées. Et grâce à tous ces accomplissements, Manon a pu réaliser plusieurs rêves. Elle nous en dévoile 2 qui sont très importants pour elle. À la limite de devenir la pire version d'elle-même, Manon nous raconte par quoi elle est passée pour devenir aujourd'hui la meilleure version d'elle-même. Bonne écoute à vous. Salut Manon. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Mais merci à toi de venir sur les locomotives, c'est hyper cool de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter Manon en quelques mots pour celles qui te connaissent pas ? Alors, je suis Manon, connue avec des guillemets sous le nom de Manon Lem sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Je suis parisienne, je suis maman de 2 petites filles et je suis mariée à Raphaël. Voilà, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et créatrice de maillot de bain d'une marque qui s'appelle Blondie Lemonade. Yes, et on va évidemment en parler tout à l'heure. Manon, avant d'être tout ce que tu es aujourd'hui et de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, c'était quoi un petit peu ton parcours ? Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce que je dis toujours en début d'épisode. Dans les locomotives, on s'intéresse vraiment à l'invité, à notre invité et à son parcours. Donc, on revient un petit peu quelques années, tu vois, en amont. Tu reviens là où vraiment tu as envie de revenir et tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu as fait, par exemple, comme études ou pas, si tu n'as pas fait d'études. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as eu comme parcours, quelle jeune femme tu étais. Voilà, pour qu'on comprenne un petit peu comment t'es arrivée là où tu es aujourd'hui. Ça marche. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que j'en parle. Ah, génial! J'aime ça. C'est vrai que soit on m'a pas posé la question, soit je l'évite. Donc voilà, je crois que c'est la première fois que je vais ouvrir ce sujet-là. Parfait. Donc je suis ravie. Écoute, j'ai plutôt un parcours scolaire, si on parle de parcours scolaire, assez atypique, mine de rien. Moi, disons que les études sont pas vraiment tombées au bon moment dans ma vie. Je crois que à l'âge où on fait des études, où on est dans un cursus scolaire, c'était une période de ma vie qui était très compliquée sur pas mal de points. J'avais une vie qui était un peu instable. J'étais un peu en mode survie pendant quelques années. Et disons que voilà, les études sont tombées à ce moment-là dans ma vie. J'ai passé mon bac comme tout le monde à 17 ans, je crois. Et puis, je me suis lancée dans un cursus d'études dans de la com, dans de la pub.
un peu naturellement parce qu'en fait, mes parents font ça, ma sœur fait ça. Si tu veux, je me suis pas trop cherchée de voie. Je suis allée vers ça un peu automatiquement. Mais je n'ai jamais été scolaire, je n'ai jamais été studieuse, je n'ai jamais aimé le format école. Euh, et en fait, ça a toujours été assez problématique dans ma vie parce que je me suis jamais sentie du tout en accord en fait avec ce système-là. Alors, j'étais pas une rebelle, mais vraiment, le système scolaire ne matchait pas du tout avec ma personnalité et avec la jeune fille que j'étais à ce moment-là dans ma vie. Donc, j'ai un peu fait un blocage avec ce monde de l'école et je n'ai jamais aimé ça. Mais vraiment. Et est-ce que C'est-à-dire tu sais d'où ça devient, ce blocage? écoute, je ne sais pas. Honnêtement, voilà, comme je te le dis, je pense que c'est tombé vraiment une période de ma vie qui était très compliquée d'un point de vue personnel. C'est une période où voilà, mes parents sont divorcés et puis à l'adolescence, j'ai un peu bougé chez l'un, bougé chez l'autre. Quand ça allait plus avec l'un de mes parents, je partais chez l'autre. J'étais dans une relation amoureuse très très difficile, très compliquée. Et en fait, tous ces éléments ont fait que j'allais pas bien psychologiquement et humainement. Et rajouter à cela bah, des études et un parcours comme celui-ci dans cette vie où j'allais vraiment pas bien, c'était pas possible. Il y en a pour qui je pense que c'est un vrai échappatoire et se mettent à fond dans des études et c'est ce qui les sauve un petit peu. Moi, à l'inverse, ça m'étouffait et me lever le matin pour aller suivre des cours qui ne m'intéressaient pas, alors que dans ma tête, j'étais à ce moment-là complètement perdue, complètement triste. En fait, c'était la pire chose. Alors que je suis une personne qui adore apprendre, je suis très curieuse, je suis très carriériste, j'ai des millions de rêves, j'ai des millions de passions et je suis très ambitieuse. Mais le format école, études, ça matchait pas en fait avec la jeune fille que j'étais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, enfin intéressant et en même temps, pas bouleversant, mais du coup, on a envie un petit peu de comprendre parce que tu donnes pas mal d'informations. Tu dis que c'était une période de vie compliquée, tu étais dans une relation compliquée. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que tu veux garder, du coup, l'intimité de ta vie privée Non, non, c'est pas quelque chose que je garde forcément secret parce que c'est tellement moteur dans ma vie et enfin, voilà, c'est une période de ma vie qui est aujourd'hui très sombre, dont je garde franchement pas des bons souvenirs du tout. Mais pour rien au monde, je la remplacerai parce que ça fait réellement celle que je suis aujourd'hui. Voilà, je suis restée 8 ans avec une personne avec de très mauvaises intentions envers moi, extrêmement rabaissante. Je pense que du coup aussi, en fait, le point de vue études à ce moment-là était pas du tout en accord avec celle que j'étais, parce que tout simplement, je me sentais pas du tout à la hauteur des études et je me sentais nulle. Donc les études ne faisaient que me rappeler en fait combien j'étais encore plus nulle parce que du coup je n'excellais pas et puis j'avais quelqu'un à la maison qui me rabaissait beaucoup et voilà, ça a été plusieurs années de ma vie très 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 sombre à un âge où en plus on se construit tellement humainement. Je suis restée, je crois, de mes 14 ans à 21 ans avec lui, un truc comme ça, 20 C'est un ans. truc de dingue. Ouais, enfin la première relation, celle où vraiment tu passes de l'âge enfant pré-ado à ado pré-adulte. Et en fait, c'est les années de ta vie où réellement tu te construis tellement, où tu te forges. C'est des années qui sont trop importantes, je trouve, dans la création de soi-même. Et en fait, ça a été les années où j'ai perdu le plus confiance en moi, où je me suis complètement perdue parce qu'en fait, on me faisait ressurgir, je pense, le meilleur, le meilleur, non, le moins bon et le plus sombre chez lui comme chez moi. Et donc, finalement, c'était une relation extrêmement passionnelle avec énormément d'amour, mais tellement, tellement destructrice. Et voilà, c'est pas un terme que j'aime parce que malheureusement et tristement, c'est devenu trop courant, on l'entend trop. Mais c'est effectivement le profil d'un pur pervers narcissique qui était brillant, qui est brillant, moi qui m'a toujours inspirée justement par ses capacités psychologiques et parce qu'il voilà, il excellait lui à l'inverse.
Et en fait, je me suis complètement effacée, rabaissée parce que moi, les études, j'étais pas la meilleure. Et, et voilà, je pense que du coup, c'est ce que je disais en début d'épisode, mais les études se sont pas du tout tombées au bon moment dans ma vie. Et je trouve ça trop triste, bien que je pourrais carrément les reprendre aujourd'hui, mais je trouve ça trop triste parce qu'aujourd'hui, j'ai trop une soif d'apprendre et je rêverais justement avoir cette possibilité, cette capacité d'apprendre tout ce que j'ai loupé à un moment de ma vie où en fait, j'étais pas apte à apprendre parce que ça n'allait pas et qu'il y avait pas du tout cette place-là dans ma vie et dans ma tête. Donc c'est dommage. Ça a été un très gros regret que j'ai porté sur mes épaules, si tu savais, tellement d'années. J'ai toujours eu très honte de parler de mon parcours scolaire. J'ai pas passé c'est dur, un bac ça. d'ailleurs classique, j'ai passé un bac pro que j'ai eu avec mention, mais je me suis beaucoup cachée. Je crois même avoir déjà menti en ne disant pas que j'ai passé un bac pro. Enfin, je me suis beaucoup cachée, j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai beaucoup regretté. C'est quelque chose qui vraiment chez moi j'ai porté avec des chaînes aux pieds, mais pendant des années, honnêtement. C'est dur et en même temps, je te comprends parce que je me rappelle qu'à l'époque et sûrement encore aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup d'attentes en fait, de la part de peut-être des parents et de la société en fait, tout Absolument, simplement, ouais. hein. Fallait faire le Ouais, ouais, meilleur ouais, ouais, bac, tout à fait. le meilleur diplôme et toi tu fais quoi? Tu fais un bac S et ouais après voilà, c'était vraiment un Ouais, concours. j'avais honte, hein. Mais ouais, mais c'est J'avais dur, vraiment c'est dur. honte. En fait, j'avais l'impression que si tu veux, à ce moment-là de notre vie et à cet âge-là, c'est ce qui te définit, en fait. C'est tout à fait ça. Enfin, c'est tout à fait ça. Mais c'est C'est ça, malheureux que ce soit c'est ça, ça, mais bien sûr. Parce que finalement, à part les études, enfin, à 15 ans, 16 ans, tu quoi dans ta vie? Tu as des complètement. passions, tu as des centres d'intérêt, c'est un fait, mais ça ne te définit pas. Or, ton parcours scolaire et qui tu es à ce moment-là, c'est-à-dire, tu es dans quelle école? Tu es en quelle classe? Tu fais quoi dans la vie? Quelle étude tu fais? En fait, ça te définit vachement. Et comme moi, j'ai toujours été attirée finalement par des gens qui étudiaient vachement et j'adorais être avec des gens qui étaient dans de grandes écoles, en fait, j'étais toujours celle qui avait le parcours atypique, et pourtant, je regardais tous ces gens d'écoles de commerce avec qui j'ai passé, des années entières avec beaucoup d'admiration et beaucoup de tristesse à la fois en me disant: moi, je ferai jamais ça et de toute façon, j'en ai jamais été capable et j'ai honte, quoi. Ouais et franchement, Manon, pour avoir fait une école de commerce, alors oui, c'est dur d'y rentrer, mais une fois que tu y es, c'est de la flûte, quoi. Enfin franchement, Ouais, je sais. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je te parle de ça avec un recul et 10 ans de plus et voilà. Mais effectivement, ce que je te dis là, c'est ce que je ressentais bien vraiment sûr. de Manon à 17 ans à qui on ne laissait pas la possibilité d'être quelqu'un d'autre parce que j'étais trop jeune, parce que finalement, tu manques de crédibilité, de maturité. Et en fait, j'étais juste rabaissée à ça et je me rabaissais moi-même à ça et je me suis jamais sentie à ma place, jamais. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu vite travailler, vite voyager, vite rencontrer du monde et me casser de ce truc-là et de cette société qui en fait ne me convenait pas. Mais sauf qu'en fait, quand t'as 15 ans, t'as pas le choix. Enfin, tu te réveilles à 7 heures, tu vas au lycée et tu fermes ta bouche, quoi. Et si tu fais pas ça, t'es moins que rien. Ou alors, t'as un talent immense et tu es voué à une carrière dans je ne sais quel domaine. Mais si tu veux, quand t'as ni l'un ni l'autre, qui es-tu en fait? Et à 15 ans, 16 ans, c'est difficile de se trouver soi-même et encore plus de le prouver aux autres. Et néanmoins, est-ce que tu avais une vision tout de même sur ce que tu voulais devenir, la femme que tu Grave. voulais devenir? Ah ouais, mais grave. Mais, mais moi, je me voyais entreprendre tellement de choses. Je me voyais voyager dans le monde entier. Je me voyais entreprendre, créer des choses, monter des sociétés. Alors que, enfin, j'en avais pas du tout les bagages, j'en avais pas du tout les épaules, j'avais pas du tout de crédibilité ni la prétention de. Par contre, je me suis toujours vue comme ça et je me suis toujours dit au fond de moi, tu feras ce qu'il faut pour y arriver. Même si le chemin, il n'est pas comme les autres. Je le sais et vraiment, encore une fois, sans prétention, mais je sais que cette vie-là, elle était faite pour moi et je sais que celle aujourd'hui, par exemple, que je suis, j'ai toujours su que j'allais le devenir. Je ne savais jamais comment, mais je suis très débrouillarde et je me suis toujours dit, qu'importe la manière, mais tu atteindras tes objectifs. Et ça, pour le coup, j'ai toujours eu un peu ce bagou-là, ce qui a fait que j'ai toujours été très débrouillarde dans la vie. J'ai toujours trouvé des petits boulots, j'ai toujours fait ce que j'aimais.
Je n'ai jamais subi justement cette vie ou ce truc de j'ai pas d'études, je vais faire quelque chose qui me plaît pas du tout. Pour le coup, je savais qui je voulais être, je savais pas juste du tout de quelle manière j'allais y arriver, mais je savais que j'allais y arriver. Et encore une fois, vraiment sans prétention, mais juste en me disant, mais tu trouveras la clé et je crois tellement au destin et voilà, il suffisait de bousculer un peu le destin pour apprendre et devenir autrement que par un parcours classique, en fait. Ouais, et puis de toute façon, alors c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça sert à C'est rien clair. d'avoir des regrets. Et puis moi, je dis souvent qu'il y a pas de hasard parce que finalement, ce que tu m'as dit en off et que tu vas nous raconter, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de tout quitter et tu aurais pas pu Mmh. faire ça, tu vois, si tu étais en études et tu aurais pas pu, j'imagine que donc tu vas nous raconter un petit peu Ouais. où tu es partie, pourquoi tu es Mmh. partie, ce que tu as vécu, combien de temps tu es restée et puis les leçons que tu as tirées de ce voyage qui est un voyage incroyable, j'imagine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je te disais, je crois beaucoup au destin, mais j'ai surtout aussi cette force à le bousculer un petit peu et d'autant plus quand je suis, au plus bas, en fait. Donc tu disais, on faut pas avoir de regrets. Moi, je sais que finalement, c'est peut-être tous les regrets que j'ai eus dans ma vie qui m'ont aidée à devenir celle que je suis. Je pense que sans regret, je me serais pas autant bousculée, je me serais pas autant remise en question, je serais pas autant tombée si bas. Et en fait, moi, c'est effectivement dans les périodes les plus sombres de ma vie où finalement j'ai retrouvé le plus de lumière. Et effectivement, ouais, je suis comme je te le disais, je suis restée donc 8 ans avec cet homme-là. Sur la fin, ça a commencé à devenir Heu, très compliqué. Je mettais quasiment ma vie en danger, qu'elle soit, psychologique ou physique. Donc c'était devenu, très, très difficile de vivre et de survivre comme ça. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je faisais pas mal de mannequinat. J'étais en agence à Paris et je faisais un petit peu de théâtre à côté et donc je vivais un petit peu de mes passions, des shootings et cetera. C'était très, très cool. J'arrivais justement, à trouver, une passion dans laquelle finalement je m'éclatais, je regagnais un petit peu confiance en moi d'une autre manière, mais je regagnais à ma manière un peu confiance en moi et je gagnais des sous. Et en fait, j'ai eu souvent cette proposition de partir à l'étranger, dans des agences. On appelle ça du scouting, et donc moi, j'avais un agent qui était un scout et qui me proposait régulièrement, 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Généralement, ce qui est assez à la mode et assez commun, c'est de partir en Chine, enfin vers l'Asie, parce que là-bas, c'est un marché où les Européennes travaillent très bien. Il y a énormément de casting, énormément de shooting, de campagne. Et on m'avait déjà proposé plusieurs fois de partir. J'ai toujours refusé, tout simplement, pardon, parce que j'étais liée avec, avec ce mec-là et que c'était inimaginable pour moi de le quitter d'ailleurs. Malgré le quotidien, j'étais éperdument amoureuse, donc inimaginable de partir. Et en fait, je suis arrivée à un stade où, comme je te le disais tout à l'heure, ça devenait dangereux pour moi de rester. Et à ce même moment, j'ai eu une nouvelle proposition, donc de ma scout, qui m'a proposé, pareil, 2 contrats, l'un en Chine et l'un en Inde. Et en fait, l'Inde est un pays qui, moi, me touche profondément. Mon papa et sa femme ont parrainé une petite fille pendant quasiment 10 ans, je crois, en Waouh! Inde. OK. Et j'ai grandi, moi, avec un copain indien, un peu toute mon enfance, parce que je jouais beaucoup avec le fils des gardiens de ma mamie et qui était indien. Et si tu veux, j'ai un peu toujours baigné dans cette culture à ma manière et avec un peu de distance, mais je sais pas. C'est une culture, un pays, une richesse qui m'a toujours beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup prise aux tripes. Euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est ça qui va me sauver. La Chine, bon, c'est une culture qui est tout aussi riche, etc. Mais il y a ce côté humain et, euh, et expérience humaine qui m'a vraiment bouleversée avec l'Inde. J'ai toujours fait de l'humanitaire mon petit niveau, mais avec ma maman, euh, on a toujours pris part à des associations. J'ai ce côté en moi, voilà, où j'ai ce besoin d'être très proche de l'humain et donc de l'humanitaire. Et en fait, j'ai vu en ce voyage en Inde ce truc-là. Et je me suis dit, mais c'est ta chance. C'est effectivement, on te la propose à travers ta carrière de mannequin.
pour aller bosser. Mais putain, saisis-la et va y faire ce que toi, secrètement, tu as envie d'y faire. Et en fait, je me suis dit, c'est le seul moment, Manon, où on va te tendre la main et il faut que tu partes. Et il faut que tu partes parce que déjà, il faut que tu t'éloignes de cette relation qui te tue. J'étais devenue très maigre. C'était très compliqué. Je tombais dans beaucoup de vices. Je sortais beaucoup. Cette relation, elle était terrible. J'étais en train de devenir la pire version de moi-même, vraiment. Une petite Parisienne péteuse. Vraiment une jeune personne que je n'aimais pas du tout, qui ne me ressemblait pas. Et en fait, ça n'allait pas. Et je savais pas de quelle manière je pouvais me sortir de ça, parce qu'en fait, j'en avais un peu créé un rôle. Et c'était devenu un peu mon image. Et je détestais la personne que j'étais. Et en fait, j'ai vraiment vu en cette proposition un échappatoire et une manière de me sauver. Et donc, sans réfléchir, j'ai accepté ce contrat. Je n'ai prévenu personne, ni même lui. Wow. Et je crois que j'ai presque pas prévenu ma famille. J'ai dû leur dire peut-être 2 semaines avant, je pars vivre en Inde. Incroyable. Je me rappelle plus exactement de la manière dont ça s'est passé, mais je sais que j'ai fait tout ça un peu dans mon coin et surtout que je me suis forcée. Vraiment. Je me suis dit, Manon, tu ne recules pas et tu y vas. Et ça a été, je crois, la première prise de décision de ma vie pour moi et contre les autres. Et en fait, ça a été effectivement révélateur d'un trait de personnalité chez moi qui fait vraiment celle que je suis aujourd'hui. Et je suis partie. Et j'avais 20 ans et je suis partie à New Delhi pendant 4 mois, je crois. Un truc comme ça, 5 mois. 4 mois peut-être. Et comment ça s'est passé là-bas ? C'était incroyable. J'ai des frissons à chaque fois que j'en parle. Je suis trop émue et pourtant, ça fait 10 ans et ça a toujours le même effet en moi. C'était incroyable. En fait, j'ai effectivement retrouvé la base que je cherchais. Pas tout de suite, parce que bon, t'arrives, t'es en agence. J'étais dans un models apartment, donc c'est des appartements qui sont mis à disposition des mannequins. On était genre 8 dedans, des 4 coins du monde. J'étais avec une autre Française. Et puis t'enchaînes. C'est un rythme de malade mental. Tu travailles 7 sur 7. Ah ouais. T'as pas de pause. Tu travailles de 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Tu enchaînes les castings. T'as un chauffeur qui t'emmène partout. T'es sans cesse en activité. Mais c'est génial. C'est à 20 ans de vivre ça, mais c'est juste extraordinaire. Et donc, je faisais plein de castings, plein de shootings et c'était trop, trop bien. Et je crois les 2 premiers mois sont super bien passés de cette manière-là. Puis, je suis arrivée à un stade je pense, ça faisait 1 mois et demi que j'étais en appart, où j'avoue que je me faisais chier. Les gens dans mon appartement n'étaient pas très fun, étaient très focus, travail, mannequinat, casting, job, carrière, quoi. En fait, le but, c'est effectivement de te créer un énorme book, de revenir ensuite en Europe ou en France avec un énorme book, avec plein d'éditoriales, plein de campagnes que tu as faites. Et de revenir avec plein de sous. Plein de sous. Attention, je m'entends. Les tarifs là-bas, c'est minime par rapport à ce que nous, par exemple, on gagne en France. Mais voilà, le but, c'était vraiment de te créer une vraie expérience professionnelle et de rentrer avec un énorme bagage. Sauf que moi, en backup, j'étais pas là pour le professionnel. En vrai, c'était un peu une excuse. Même si j'adorais ce que je faisais, au fond de moi, j'avais juste trop envie de vivre une expérience humaine de dingue. Et je l'avais pas trop. Je m'ennuyais avec les gens de l'appartement, c'était pas fun, on sortait pas boire des coups. Ils avaient une ligne de conduite de dingue, ils mangeaient de manière archi-diète. Moi, j'étais là, non, mais trop pas en fait. Moi, j'ai toujours été très fine, très maigre, sans me priver de quoi que ce soit. Et j'étais là, mais en fait, là, moi, j'aurais kiffé, quoi. Et j'étais un peu avec des gens chiants. Et j'ai un peu attiré l'autre Française dans mes petites bêtises. Et en fait, on a fait le mur un soir pour sortir dans une des ruelles les plus animées de New Delhi. Et j'ai rencontré trop de monde, notamment des Français qui étaient en école de commerce. Ça te suit partout, même à l'autre bout du monde. Je te jure, mais parce que finalement, ces gens-là me projettent un peu dans cette vie que j'ai jamais faite parce que c'était pas fait pour moi. Mais en même temps, je me retrouve.
c'est quand même ces gens-là avec qui j'ai le plus de conversations, qui m'attirent, qui m'intéressent. Enfin, tu vois, moi, au final, le monde du mannequinat, j'adorais pour moi, mais pour les autres, trop pas, quoi. Enfin, ça matchait pas avec ma personnalité. Et en fait, j'ai rencontré cette team-là. Et aujourd'hui, l'une d'entre elles est ma meilleure amie. Enfin, elle vit, elle, en Espagne, mais on se voit tout le temps. Et c'est devenu une des personnes les plus importantes de ma vie. Et j'ai rencontré ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, mon aventure indienne, elle a pris un autre tournant. Et c'était magique. Je faisais le mur tout le temps de mon appartement. J'allais faire la fête toute la nuit avec ces gens-là dans New Delhi. J'ai rencontré les mecs de chez Google, Google India, qui étaient plus âgés que moi, qui avaient peut-être 5 ans de plus que moi sur place. Mais pour moi, c'était tellement riche d'expériences. J'avais l'impression de mûrir, d'apprendre, de garder un pied dans une vie un peu intellectuelle, sans être une intellectuelle. Et en fait, c'était génial. C'était génial. Ces gens-là m'ont accepté comme j'étais, ont trouvé mon expérience incroyable, alors qu'à Paris, j'étais mannequin parce que je savais rien faire d'autre, tu vois. Et là, en fait, j'ai été une toute autre personne. Et c'était incroyable. Et au bout de 3 semaines, j'ai dit à mon agent, je veux partir de l'appartement. Ça va plus, je me fais chier. Moi, pour bien bosser et donner et transmettre quelque chose de cool, faut que je sois épanouie. Et en fait, là, juste, je me fais chier. Et la condition, ça a été que je continue tous mes castings et tous mes shootings. Mais j'ai décidé de vivre seule dans New Delhi. Waouh! Et donc, j'ai pris un appartement avec ces gens-là, en coloc. Et c'était trop bien. Je faisais la fête, on sortait et je bossais toute la journée. Et c'était trop bien. Enfin, vraiment, une expérience de ouf. En tout cas, ça a l'air, de la manière dont tu Ouais, le je racontes. pourrais en parler des heures, je suis désolée. Mais c'est Je pourrais en génial. parler des heures, tellement, à 20 ans de vivre ça, alors que un mois auparavant, tu te regardes en te disant, mais ma pauvre, quelle vie tu vis et c'est nul. Enfin, moi, j'avais trop de peine pour moi, en fait. Vraiment, j'avais un recul sur moi-même qui était triste et j'avais trop de peine pour moi. Et pourtant, je savais que je voulais trop m'en sortir, et en fait, là, je me disais, mais waouh, la vie est incroyable et merci de m'offrir cette chance-là parce que ça prouve finalement que je déçois pas tout le monde et que là-haut, quelqu'un m'entend et veut m'aider aussi et qu'encore une fois, sans prétention, je suis pas la seule à me dire, j'ai du potentiel, je le sais, mais j'ai besoin qu'on m'aide un peu. Et là, je me suis juste sentie vachement accompagnée dans ce truc-là et de me dire, putain, quelqu'un va m'aider à devenir celle que je veux être. Et ça, c'est trop cool. Et ce quelqu'un, il est peut-être là-haut dans l'espace, je ne sais pas, mais je suis trop reconnaissante de tout ça, en fait, de m'avoir tendu cette chance-là. Et je me suis toujours dit que j'allais jamais décevoir l'univers qui m'a permis de me sauver, en fait, de tout ça. En tout cas, c'est top parce qu'on sent que cette expérience, elle t'a vraiment libérée, en fait. C'est un peu le terme que j'ai envie de poser dessus. Ça t'a libérée et j'imagine qu'ensuite, t'es rentrée et t'as pris des décisions, tu les avais peut-être même déjà prises avant. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe pour toi alors? Tu rentres d'Inde, tu reviens d'une expérience de malade. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vers la fin de mon expérience en Inde, j'ai un peu fait un cheminement spirituel. Donc, pareil, avec un peu des projets associatifs. Je suis allée voir des orphelinats, je suis allée voir beaucoup d'enfants sur place, toujours avec mon amie Alban, avec qui on a vécu ce truc-là. Voilà, on est allé dans des petites villes saintes en Inde, un peu se recueillir, se retrouver entre copines et vivre autre chose. Et à partir d'un moment, je crois que j'ai eu un peu une révélation sur place en me disant, ça y est, t'es venu chercher quelque chose, retrouver quelque chose, une lumière et vraiment un peu un appel. Ça y est, j'avais vraiment cette impression de l'avoir eu. Et je me suis dit, maintenant, il va falloir que tu rentres et que tu assumes. Je suis partie pas en bon terme avec ma famille. Je suis partie, voilà, en tournant le dos, en n'étant pas une super fille. Et je me suis dit, bah maintenant, tu vas rentrer, tu vas assumer et tu vas te... Pardon. Je t'en prie, ça va Manon? Ouais. Et je me suis dit, voilà, tu vas rentrer, tu vas assumer et tu vas devenir une bonne personne. Et voilà, et je me suis sentie prête à rentrer
et à affronter ce que j'avais laissé derrière moi un peu de manière lâche, en fuyant. Et je me suis dit, maintenant, tu rentres et t'affrontes et juste, tu deviens une bonne personne pour toi et pour les autres. Et tu continues de prouver que tu vas faire quelque chose de ta vie. Et voilà. Et à ce moment-là, je suis rentrée et j'ai mis tout ça en application. Et c'était pas facile parce que qui voulait dire rentrer voulait dire aussi se reconfronter à la vie d'avant et à cette relation. Et je suis rentrée, effectivement, j'ai revu ce mec-là. Et un peu en mode genre fierté, orgueil de rentrer, je te montre qui je suis devenue. Et maintenant, tu n'auras plus le dessus sur moi. Et je sais ce que je vaux et tu ne me réduiras plus à rien. Mais je suis chaude pour qu'on reprenne la relation. Et en fait, non, ça n'a pas du tout marché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Genre, t'es partie à l'autre bout du monde pour te sauver d'un psychopathe. Non, tu vas pas rentrer et te remettre avec une personne comme ça. Et donc, j'ai rappelé mon agent et je lui ai dit, écoute, là, je viens de rentrer de New Delhi de 5 mois. Je suis à Paris, ça va pas du tout. Je vais retomber dans mes travers. J'ai pas envie de redevenir cette Parisienne que je n'aime pas. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Que je reparte. Et c'était en plein mois d'été. Et elle m'a proposé, alors rien à voir, pas du tout avec le mannequinat, mais elle m'a proposé d'être barman en Corse. Ils recherchaient des jolies filles. Tu sais, souvent les boîtes de nuit, les bars, etc. Ils prennent des petites nanas, profil mannequin un peu pour bosser dans les bars. Et elle m'a proposé ça. Et je lui ai dit, mais grave, j'ai 21 ans, j'ai envie de faire la fête, je sors de 8 ans de relation, j'ai pas beaucoup connu d'hommes dans ma vie. J'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'être au soleil, j'ai envie d'être seule, surtout. Je voulais vraiment de nouveau être seule. Go, quoi. Et du coup, je suis partie en Corse pendant 1 mois, bosser. Et j'ai rencontré mon mari. Ah, c'est ça qu'on voulait savoir. Et à partir de ce moment-là, la vie est lumineuse. On quitte un peu le côté sombre et un peu torturé d'une adolescente qui se cherche beaucoup, mais qui a toujours eu la joie de vivre. Alors par contre, c'est un truc qui m'a jamais quittée. Je pense que vraiment les gens qui m'ont peut-être connue à genre 18 piges, qui écoutent ce truc, vont se dire mais on savait pas que t'allais si mal, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je transmettais finalement dans la personne que j'étais, parce qu'au contraire, j'avais une image très presque hautaine, tu vois, d'une nana parisienne un peu piteuse. Je pense que personne voyait vraiment au fond que j'allais mal. Mais pourtant, vraiment, j'ai senti que cet été-là, il s'est passé quelque chose. J'ai vraiment dit adieu à l'ancienne version de moi-même. Et je suis partie faire la fête en Corse. Et puis, j'ai servi un homme, un mec. Alors que c'était pas du tout dans mes projets. J'avais 21 ans, je voulais que faire la fête et être seule. Et comprendre un peu ce qui venait de se passer de mes 15 à 20 ans. Et en fait, j'ai rencontré un chouette garçon. Et je devais repartir en septembre, en plus, en contrat en Thaïlande ou en Chine, je sais plus. Et j'ai tout abandonné. Et je me suis mise avec ce mec-là. Qui est ton mari, ce mec-là? Qui est mon mari et le père de mes Accessoirement. enfants. Accessoirement, tout à fait. Voilà. Bon, bah, sacrée histoire. Ouais. Merci de partager tout ça. On se croirait vraiment dans un film. Je vais pas te le cacher. Dans un message que tu m'as envoyé en off, tu dis que tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un et tu espères ne jamais avoir à le faire. Ça te vient d'où, pardon, cet esprit entrepreneurial, clairement? Où est-ce que tu penses d'où tu tiens ça? Je sais pas trop, mais j'avoue que un truc chez moi, qui est un petit truc que je trouve assez rigolo, mais je n'ai jamais eu de fiche de paye. Je n'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie. C'est vrai que c'est drôle. Et c'est c'est vraiment un détail parmi, mais je sais pas, je trouve ça assez rigolo de dire qu'effectivement, je n'ai jamais, aux yeux du monde, entre guillemets, aux yeux de la société un peu à l'époque, c'est comme si je n'avais jamais travaillé de ma vie. Parce qu'effectivement, tout ce que j'ai fait, et pourtant je travaillais très tôt, dès 17 ans, j'avais des petits jobs, des jobs d'été, des jobs de week-end, enfin, j'ai toujours été très indépendante et autonome financièrement. Mais effectivement, j'ai jamais eu de fiche de paye et je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai fait des petites missions, tu vois. J'ai été hôtesse, j'ai travaillé dans des restaurants. À l'époque du mannequinat, tu sais, tu fais des sortes de factures, comment dirais-je,
Tu passes par des sociétés de facturation indépendantes. Mais donc, si tu veux, ouais, j'ai jamais vraiment eu de patron et eu d'emploi à proprement parler, quoi. Et J'ai toujours bossé seule. qu'est-ce qui se passe donc au moment où tu rencontres ce bel étalon qui devient ton mari et le père de tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, tu as vécu pas mal de choses depuis. Ouais. Comment ça évolue, ta vie pro? À quel moment tu lances ta marque de maillot et pourquoi une marque de maillot de bain aussi? C'est ça que j'avais envie de comprendre. Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé pendant cette dizaine d'années, du coup, d'un point de vue vie pro surtout. Comment tu as évolué à ce niveau-là? Alors, je suis rentrée en Paris. J'ai décidé du coup de pas prendre le contrat à l'étranger. J'ai continué tous mes jobs de mannequinat. Je commençais à bosser pas mal. Alors, je suis petite, etc. J'ai pas du tout un profil de mannequin couture ou autre, mais j'ai un profil très commercial. Et donc, j'ai toujours bien bossé, en tout cas suffisamment pour avoir un petit rythme de vie sympa. J'avais mon petit studio à Paris et tout. Donc voilà, j'ai toujours continué un peu le mannequinat, des petites missions d'hôtesse par-ci par-là, des tournages. Je faisais pas mal de figuration. Voilà, j'étais dans plusieurs agences à Paris. Je m'éclatais. Et puis à un moment, j'ai senti que ça me ressemblait plus, que j'en avais un peu ras-le-bol de juste poser et que j'avais envie de partager plein de choses, notamment mes expériences à travers les voyages. Parce que du coup, avec Raphaël, mon mari, on a énormément voyagé dès le début. On a fait plein de pays. Et j'ai eu un peu ce sentiment d'avoir envie de partager autre chose que juste ma gueule. Et à ce moment-là, je suis partie en voyage à Los Angeles et j'ai découvert les blogs, notamment celui de Chiara Ferragni avec The Blonde Salad et également celui de Karen Rossever, qui était un peu dans les premières. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais c'est tellement stylé d'avoir cette opportunité d'utiliser ce truc-là pour peut-être en faire une carrière, un métier, ou en tout cas un moyen de partage avec les gens. Et j'ai lancé un blog avant toute chose, sur lequel je mettais tous mes voyages, toutes mes petites inspirations, tous mes looks. J'ai toujours adoré la mode, j'ai toujours eu un style assez pointu, et je mets des guillemets, mais voilà, j'ai toujours valorisé ça. Et donc, j'ai lancé mon blog, et par la suite, mon Instagram a un peu décollé. Et donc, petit à petit, j'ai arrêté le mannequinat pour commencer des photos pour les réseaux sociaux. Et ça a été très cool. Et en fait, ça a pris naturellement. Je pense que ça a pris en même temps que Instagram a pris, si tu veux. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai débuté à un moment où il n'y avait pas grand monde, ou alors il y avait déjà les grosses têtes, les gros profils qui existaient. Et puis, en fait, l'application évoluait en même temps que moi, si tu veux. Donc, j'évoluais avec l'application aussi. Et puis voilà, petit à petit, j'ai été contactée, j'ai été démarchée, j'ai eu ma petite communauté. Dès le départ, super fidèle, super active et présente. Et je me suis éclatée, quoi. Je me suis éclatée, et puis je me suis dit, go. Enfin, si en fait, on peut gagner un peu de sous et, et lancer quelque chose, voilà. J'ai saisi cette nouvelle expérience, cette nouvelle opportunité, un peu comme j'avais saisi le mannequinat à l'époque, en me disant, let's see, quoi, et on verra ce que ça donne. Juste, moi, je m'éclate trop. J'ai trouvé un moyen de m'exprimer à travers quelque chose où je ne suis pas qu'un visage, ou que je ne suis pas qu'un corps, où j'ai pas que ce truc de j'ai besoin de reconnaissance et je m'affiche, tu vois. Je pouvais aussi parler, m'exprimer, écrire des articles, et voilà. Et c'était trop cool. Du coup, mon Instagram et mon blog se sont lancés à ce moment-là, quoi. Trop bien. Et donc, tu t'es dit, maintenant que j'ai une communauté engagée, pourquoi ne pas lancer un projet qui pourrait éventuellement intéresser ma communauté? Et c'est là où tu as créé ta marque. Ouais, alors ça s'est pas forcément fait dans ce sens. Enfin, oui, ça s'est fait dans ce sens-là, mais pas forcément avec ces raisons-là. Effectivement, il y a eu un moment où je me suis dit: «Bon, Instagram, c'est quand même fragile». Je sais même pas, à l'époque, on n'avait pas assez de recul, tu vois, pour se dire: «Mais qu'est-ce que va devenir Instagram?» Aujourd'hui, je sais que c'est assez ancré et qu'une carrière sur Instagram, elle vaut ce qu'elle vaut, mais à l'époque, si tu veux, tu es là un peu. En plus, pareil, moi, toujours ce truc de me dévaloriser aux yeux des gens, de dire, je poste des photos sur les réseaux sociaux. Enfin, j'en avais un peu honte aux yeux de ma famille, de ma belle famille, les gens qui te disent: Mmh. «Mais tu vas faire quoi de ta vie?»
Alors tu leur dis, mais je travaille et je gagne ma vie, Ouais, donc c'est un bien sûr. travail. Voilà, il y avait ce côté où toujours un peu dévalorisant envers moi-même. Et je me suis dit, je vais utiliser cette notoriété pour peut-être lancer quelque chose et en backup, avoir ce truc-là. Et toujours au cours d'un voyage, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lancer? Bien entendu, quelque chose dans la mode, parce que je suis pas du tout beauté, skincare, oui, mais je suis pas du tout make-up, etc. Donc, je voyais vraiment un univers dans la mode, puisque c'était quand même le milieu que je connaissais le mieux. Et en fait, naturellement, des maillots de bain, quoi, parce que ma passion était de voyager, que j'ai toujours adoré avoir des centaines de maillots de bain. Il y a aussi un rapport avec la femme et le corps que je trouve super intéressant, super touchant. Et c'est aussi à ce niveau-là que j'ai envie de parler et de dire les choses. Et tout naturellement, je me suis dit, mais je vais lancer une marque de maillots et puis je vais un peu raconter mon histoire et exprimer un peu mes petits combats de femme voilà, à mon petit niveau à travers cette marque-là. Et en fait, ça a pris comme ça. J'ai avant eu, si tu veux, les idées de marketing, de pub, d'idées de marque, voilà, de tout ça avant la marque en elle-même, si tu veux. Ouais. J'adorais être derrière, m'occuper de toute la DA et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lancer pour réaliser tout ça? Et je me suis dit, mais des maillots de bain, c'est génial. Ça va me faire parler à plein de femmes. Ça touche le corps et tout ce que le corps a à nous partager et tout ce que les femmes ont à nous partager. Et donc, je pense que ça va être genre génial. Et lors d'un voyage à Bali, je me suis dit go, en fait. J'ai eu des noms d'ateliers et de production à Bali. Et je me suis dit, feu. Et j'ai lancé une première collection. Et comment ça s'est passé? Est-ce que en fait, la question derrière ça, c'est est-ce que tu as connu des échecs? Parce que c'est toujours intéressant d'en parler. Et des succès? Il y a toujours des échecs derrière un succès et vice-versa derrière un succès, un peu d'échecs. Enfin, après, à toi de voir, en fait, la manière dont tu perçois l'événement. Est-ce que tu le vis comme un échec ou comme une réussite? Mais bien sûr, waouh, tellement d'échecs, mais je suis encore en plein dedans. Enfin, c'est une marque, c'est genre... c'est trop mais c'est bien d'en parler, tu vois. Les gens, ils pensent que tout le monde réussit, que tout est beau sur Instagram. Non. Mais non, on bosse, on se plante, c'est dur. Non, et en même temps, on va pas leur dire putain, c'est une galère, j'endors pas la nuit. Bah non, en fait, parce que je m'éclate et que j'ai décidé de continuer. Donc non, je vais pas vous le dire, mais ouais, c'est waouh. C'est prise de tête grave. Et dès ma première collection, j'ai un peu vu tout ça, quoi, parce que lancer une marque, c'est chouette, parce que tout le côté créa, DA, bon, avoir du goût pour lancer une collection qui potentiellement va plaire aux gens. Ok, à la limite, c'est pas la partie la plus compliquée quand t'as un peu de goût, un peu de talent et que tu as du bagou avec les gens et que tu sais faire, ok. Mais tout le reste, maman, tous les stocks, la compta, le lancement d'un site, l'envoi des colis, parce qu'attention, je faisais tout. Enfin d'ailleurs, je fais toujours tout. J'ai toujours absolument tout fait dans une marque. C'est-à-dire que je suis seule à la tête de ma marque depuis 4 ans. Je n'ai jamais eu une seule personne qui a travaillé avec moi ou pour moi. Et du coup, tous les petits corps de métier qu'il y a dans une marque, je les assure. Et je rajoute des très grosses guillemets parce qu'attention, il y en a plein sur lesquels je n'assure pas du tout. Mais voilà, donc c'était très compliqué. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que derrière, il y a une vraie question de management aussi qui est nécessaire et que je connais pas. Donc en fait, moi, je fais un peu mes choix du cœur pour tenir cette marque, mais c'est compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien, tu vois, c'est très bien d'en parler. Et moi, je suggère toujours à mes invités de pas hésiter à en parler parce que ça fait du bien aux auditrices qui écoutent. Elles se disent, ah ouais, mais en fait, elles galèrent, il y a du travail derrière. C'est pas, je crée une communauté, hop, je vends un produit et super, tout marche bien. Non, ça se passe pas comme ça. Non, et c'est pas aussi facile que ça. Enfin, moi, les deux, j'ai un peu plus de 200 000 followers sur Instagram. Attention, hein, les 200 000 followers de Manon Lem, c'est pas 200 000 clients chez Blondie. Ah bon? Pas du tout. Ah j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien. Quoique, franchement, ça me ferait un peu flipper, mais non. Enfin, derrière, bien sûr. Faut que ça plaise, faut que ça marche, faut que l'aspect qualitatif soit à la hauteur. Moi, c'était un des
Plus gros une challenge. des priorités. Je fais des maillots de bain qui sont en lycra recyclé en Indonésie. Il y a 5 mois de l'année qui sont dédiés au nettoyage des océans en Indonésie pour ensuite traiter tous les déchets, en créer de la matière, de la fibre pour que ça devienne des maillots de bain. Et enfin, vraiment, j'avais plein de petites choses que je voulais absolument faire et amener à ce projet. Donc, une vraie partie éco-responsable, même si à l'heure actuelle, je ne peux plus me revendiquer marque éco-responsable parce que mes maillots prennent l'avion pour venir jusqu'à moi. Cela m'empêche que derrière, au niveau de la production, c'est 100% éco-responsable. Ce sont que des fibres et des matières recyclées et recyclables. Je verse d'ailleurs un pourcentage de mes commissions à une association en Indonésie. Enfin, il y a plein de petites choses derrière cette marque qui n'est pas que vendre des maillots. Finalement, vendre des maillots, c'est un peu une excuse pour moi derrière réaliser plein de petits souhaits que j'ai et que j'ai envie et besoin de réaliser en tant qu'humain. La marque est finalement que la vitrine de derrière plein de choix et d'envie personnelle, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est cool quand t'es patronne de ta propre boîte et que tu crées quelque chose comme ça. En fait, tu en fais ce que tu veux et tu poses complètement tes tripes sur la table pour en faire ce que tu veux. Et quand ça réagit, c'est là où la magie opère, en fait. Et moi, c'est à travers toutes mes campagnes, chaque année quand je fais des campagnes, que je pose mes tripes parce que chaque campagne de pub que je fais pour ma marque représente vraiment un vrai combat derrière. Chaque campagne raconte un peu une petite partie de mon histoire, de mes valeurs, de l'image de la femme que j'ai envie de revendiquer et de protéger aussi. Voilà, finalement, la marque est un peu qu'une vitrine, mais derrière, l'aventure, elle est trop belle humainement, quoi. Carrément. Et ouais, l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi stressant que passionnant, que Tu sais de quoi je jouissif. parle. Ouais, je sais de quoi tu parles. J'imagine. Ça nous fait prendre quelques cheveux blancs aussi, hein, Ouais, voilà. ouais, un peu plus vite que prévu, mais bon. C'est ça, exactement. Donc c'est pas tout ce que tu fais. J'ai vu dans un de tes posts aussi que tu étais très très heureuse d'avoir réalisé l'un de tes rêves, pardon. Tu as investi, tu as acheté un appart à Paris. Ah oui. Ouais, c'est de Oui. ça dont je parle. C'est de ça dont tu parles. Ouais. Tout à fait. Et je trouve ça cool d'en parler. Donc c'est ta première acquisition Ouais. seule. Et en fait, tu te sens hyper fière parce que tu imagines tes filles y vivre dans quelques années. C'est ça que tu dis. Et c'est vrai que c'est dingue. Ouais, c'est magique aussi, autant que magnifique et autant que putain ma revanche sur la vie, genre vraiment, et je vise certaines personnes dans tout ça et je me dis putain, je l'ai fait, vous m'avez tellement rabaissé, vous m'avez tellement, j'ai été quand même une enfant et une adolescente très moquée, hein. J'ai beaucoup subi le regard des gens, et ça se voyait pas, hein, parce que j'étais un peu, comme je te le disais tout à l'heure, un peu hautaine et tout, mais j'ai vraiment été un peu malmenée et quand j'ai réalisé ça peut vraiment paraître un peu superficiel ou pas aussi riche de sens que moi je le vis, mais ça représente tellement cette acquisition de me dire que j'ai réussi à faire ça seule. On m'a fait confiance, on m'a prêté de l'argent. C'est pas rien, en fait. Juste d'acheter un appart, tu te dis, bon, ok, trop stylé. Non, moi, je vois en moi toutes ces années où j'ai été à découvert, où je disais à la banque, je vous assure, ça va aller, je vais faire plein de choses, je vais créer plein de trucs, j'ai des shootings. Enfin, tu vois, en fait, je revois vraiment cette adolescente qui galère pour vivre la vie qu'elle veut, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours aimé les belles choses, les beaux restaurants. Je me suis jamais restreint, malgré mes petits moyens. Et je promettais toujours en disant, je vous assure, je vais réussir, je vous assure. J'ai toujours dit ça à mon conseiller. J'ai le même conseiller bancaire depuis 10 ans. Il m'a connue et enfin, j'en ai pleuré avec lui pour te dire, tu vois, quand il a accepté mon prêt, je lui ai dit, mais putain, si vous saviez, vous vous rappelez quand vous m'aviez, j'étais étudiante en école de théâtre et que je galérais et vous avez toujours cru en moi. Enfin, ce mec-là, il a vraiment une part dans tout ce cheminement-là parce qu'il m'a jamais lâché. Il a toujours cru en moi et aujourd'hui, enfin,
on déteste plus qu'on aime les banques. Et ben moi, je veux dire que putain, ce mec-là a toujours cru en moi, m'a prêté aujourd'hui des sous pour acheter un appartement. Et c'est trop riche de sens. Et je suis trop reconnaissante envers ces gens-là qui finalement ont cru en moi et m'ont permis de réaliser ce rêve que d'être propriétaire à Paris d'un appartement dans lequel j'espère faire plein de beaux projets. Et effectivement, comme tu le disais, je me dis, mais putain, dans 15 ans, il m'appartient. Peut-être que dans 20 ans, mes filles y vivront. Et je me dis, putain, mais toi, t'aurais tellement kiffé à 20 ans avoir un appart à Paris. Et j'ai toujours trop galéré. Et je me dis, mais t'imagines la chance merveilleuse que tu leur offres. Et voilà, je me projette dans ça en me disant, bah, tu l'as fait, quoi. Et c'est trop cool. Et je suis trop fière. Et si demain, il m'arrive quoi que ce soit, bah, j'ai quand même ça. Et je l'ai bâti un peu de mes mains, finalement, ce bébé carrière par rapport à d'autres, mais qui est juste tellement suffisant pour moi. Je n'aspire pas à plus, en fait. Là, ce que j'ai, c'est voilà. Je suis très fière, très, très fière de ce parcours. Et je vais me battre pour que ça continue et que je garde un peu cette vie-là, quoi. Mais il n'y a pas de raison, Manon, il n'y a pas de raison. Ouais. À quoi tu pensais tout à l'heure quand j'ai dit t'as réalisé un de tes rêves? Je parraine une petite fille en Inde. Ah, ok, d'accord. Non, j'étais pas du tout au courant. Ok. Non, mais voilà. Bref, et effectivement, c'était un de mes autres rêves, un peu plus axé humain que business, mais enfin, quoique l'un et l'autre vont très bien ensemble. Mais ouais, voilà. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire exactement? J'ai été mise en relation avec une association qui est une Française, elle, qui est mariée à un Indien. Et puis, pareil, ça m'est un peu tombé dessus. Ça fait des années que je veux vraiment davantage m'engager dans le milieu associatif. Mon rêve était d'adopter un enfant. Ça ne se fera pas et ce sera pas pour moi et dans ma vie. Mais voilà, je cherchais une autre manière un peu de garder un lien avec l'Inde. Et en fait, j'ai découvert cette nana via les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs. Et en n'a rien de temps, on a complètement matché. Et puis, elle a fondé une école en Inde et elle s'occupe de dizaines d'enfants qui vivent dans des villages très, très pauvres en Inde. Et puis, elle m'a présenté une petite fille qui s'appelle Nimoun. Et puis, j'ai décidé de la parrainer et de lui offrir, de subvenir à ses besoins pour toutes ses études et son parcours scolaire. Et voilà, je me suis investie là-dedans complètement humainement, quoi. Et voilà. Eh ben, c'est génial. Cool. Ouais. C'est trop bien. Bravo, Manon. Franchement, félicitations. C'est top. Et bravo à la petite. Elle doit être très heureuse, je pense. Ouais. Je sais pas si elle se rend compte, mais ouais, peut-être. Je suis un petit ange gardien loin et voilà. C'est juste le principal, mais ouais, c'est trop cool, ouais. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux, finalement, tu vois, ça permet de faire des choses qui sont trop chouettes et qui aident à ces rencontres. Et je pense que tu sais ce que c'est, parce que tu dois rencontrer plein de gens aussi grâce à ton boulot et grâce à ce que tu fais. Et moi, je suis trop contente d'avoir cette opportunité de bosser comme ça et en même temps, à côté, de réaliser mes petits rêves perso grâce un peu, finalement, à mon boulot, quoi. Mais complètement. Et grâce à toi. Enfin, souvent, je le rappelle aux personnes, c'est aussi grâce à toi, au choix que tu as fait, au risque que tu as pris. La vie, elle t'a emmené là, mais c'est pas un hasard, quoi. C'est parce que tu t'es bougé les fesses et que tu as saisi des opportunités aussi. Ouais. C'est vrai. Faut le rappeler. Merci Manon, c'était génial. Merci de nous avoir raconté ta vie. J'espère que j'ai pas trop parlé. Mais non, tu as été parfaite. Parce que moi, je suis une locomotive. Mais bien sûr. Mais en tout cas, tu n'as absolument pas trop parlé. Tu as raconté ton parcours, ta vie, et c'est l'objectif de cet échange. Donc c'était vraiment génial. Ce n'est pas encore fini. Je te retiens encore 3 minutes. Ah putain, oui, je sais si tu as crevé. Tu sais. Oh là là. J'ai travaillé, j'ai mes petites notes. Mais non, il faut pas. Je me suis fait des notes de ouf. Et évidemment, j'en ai dit aucune de ce qui fait partie de mon texte, mais
Bon, alors du coup, tu connais les petites questions rituelles. Donc, première question, c'était quoi ton rêve de petite fille? Ah oui, non, celle-ci, je l'ai oubliée. Écoute, ce qui est très drôle, c'est que j'ai demandé à ma maman, il y a peut-être 1 an de ça, justement, c'est une question qui m'est revenue lors d'une FAQ sur Instagram, où on m'a demandé cette question. Ah, c'est marrant ça. Et moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, franchement, mon rêve de petite fille, c'était de devenir une star. Genre, mon rêve. J'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait du chant, j'ai fait du théâtre, j'adorais être au devant de la scène. Tu vois, je me suis dit naturellement, je suis sûre que je rêvais d'être une star. Et j'ai demandé à ma maman, et elle m'a répondu que c'était d'avoir 10 enfants. Ah, c'est pas vrai. Et d'avoir 10 enfants. Et que c'était ça mon rêve de petite fille. Bah dis d'avoir donc. Une grande famille. C'est un beau rêve. Voilà. Et apparemment, c'est ce que je disais tout le temps petite. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. C'est carrément mignon, c'est clair. Donc, deuxième question, est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide dans la vie? Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas si c'est un mantra, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un mantra, mais c'est une phrase qui veut dire beaucoup pour moi. C'est une phrase de Jean d'Ormesson. Merci pour les roses, merci pour les épines. Ah oui, j'adore. Ouais, et c'est un audio, enfin bref, qui est passé beaucoup sur Instagram, sur les réels aussi cette année, enfin l'année dernière. D'ailleurs, du passage de Jean d'Ormesson. C'est une phrase qu'on revoit aussi beaucoup dans Le Petit Prince. Où il dit c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous vos rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé et de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. Et c'est trop moi. C'est beau, c'est hyper beau. On renonce à rien malgré que parfois ce soit compliqué. Mais c'est toujours compliqué. Moi je dis toujours tout est possible mais rien n'est simple. Ouais, tout à fait. Dernière question, ma chère Manon. Quelle est pas celle-là. Alors attends, c'est la plus importante pourtant, Manon. Ah ouais. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Être actrice de sa vie. Ouais. C'est trop important. Je le dis tellement autour de moi, des gens qui parfois passent des mois, des années à subir une vie qui ne leur ressemble pas, qui n'est pas la bonne pour eux. Punaise, je me dis que c'est tellement court une vie. Enfin, moi, je rêverais avoir 10 vies pour réaliser des millions de choses. Et donc, être locomotive de sa vie, c'est être en totale action dans sa vie, de ses choix, de qui on est, oser être, oser devenir, oser tout plaquer pour être une autre version de soi-même. Et même s'il faut être 10 versions dans une vie, voilà, je trouve la vie trop belle et je trouve que l'être humain est trop beau aussi et que c'est trop important d'être soi et de vivre sa vie à soi plutôt que finalement vivre la vie qui nous est pas dédiée, quoi. Mais voilà. Super, viens travailler avec moi parce que c'est exactement le discours qu'on a. J'ai vu que tu lançais. C'est dingue. Et je trouve ça génial. Et en parallèle, je lance un petit projet en ce moment qui s'appelle Go My Mind avec ma cousine qui, elle, est coach sportive. Et on va lancer une fois par mois des rencontres avec des femmes autour d'un peu de sport pour la bonne conscience. Trop bien. Surtout suivi d'un talk entre femmes et d'un apéro. Et j'ai trop envie d'être au plus proche des femmes et de transmettre plein de choses et de motiver plein de nanas et de tout défoncer ou aussi juste se satisfaire dans une vie plus simple et plus rangée et c'est ok et juste d'être complètement en accord avec soi-même et que la vie elle passe trop vite et qu'il faut pas se rendre compte de ça trop tard. Donc mais carrément. Gros plaisir que de rejoindre les locomotives parce que j'ai vu que ça avait lancé. Génial. Et ça m'a beaucoup parlé. Donc ouais, je pense qu'on se rejoint vachement là-dessus. Canon. Et c'est cool. Eh ben écoute, sur ces belles paroles, Manon, j'ai envie de dire. Merci infiniment, encore une fois. Merci à toi, Sandra. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, d'atteindre tous tes objectifs. Et puis à bientôt. Ouais, à très vite. Salut Manon. Merci pour tout, salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas.
Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.